On va faire un petit test très rapide. Mettez votre main devant vous et baissez un doigt. Si vous détestez sortir de la douche en hiver quand il fait 15 degrés dans votre salle de bain, il vous arrive d'être irritable quand vous êtes fatigué, vous avez pleuré quand vous avez regardé Bambi pour la première fois, vous êtes stressé avant un examen ou un entretien important, il vous arrive de couper la parole. Si vous avez tous les doigts baissés, il est fort probable que vous soyez un autiste bipolaire et dépressif souffrant d'un trouble anxieux généralisé et de TDAH. Mais pas de panique, si vous partagez vos symptômes sur les réseaux sociaux, vous aurez de grandes chances de devenir un riche influenceur. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole sur certains sujets tabous dans notre société, notamment sur certaines maladies dont on ne parlait presque pas, si bien qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. Sauf que, qui des réseaux sociaux dit génération Z, je parle de la génération des gens nés après 1995, pas de la génération Zemmour. Qui des générations Z dit jeunes gens influençables, d'où ma précision juste avant. Qui dit jeunes gens influençables dit militants déchaînés et victimaires, et qui dit militants déchaînés et victimaires dit nouvelle tendance TikTok. Here are 5 signs that you might actually just have both autism and ADHD. Aujourd'hui, si tu n'as pas de particularité physique, mentale ou sexuelle qui peuvent te placer dans la case victime d'une oppression systémique, tu es forcément l'oppresseur. Tu es exclu et ton opinion n'a aucune valeur. Tout cela amène des ados en quête de reconnaissance à modifier leur personnalité, leurs idées et leurs valeurs afin de faire partie d'un groupe, d'une communauté. Dans cette vidéo, on va aborder la communauté des neuroatypiques ou neurodivergents, en d'autres termes, les personnes souffrant d'une maladie mentale. Il y a quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Les maladies mentales, aussi appelées les troubles psychiatriques, se caractérisent, selon la définition de l'OMS, par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Le diagnostic d'un trouble mental ne peut être posé que par un médecin, donc les psychologues, les psychothérapeutes et autres professionnels de la santé mentale n'ont aucun droit légal à poser un diagnostic médical. Les influenceurs TikTok non plus, mais on en reparlera plus tard. Le seul professionnel de santé mentale habilité à poser un diagnostic médical, c'est le psychiatre. On n'a plus trop le droit de le dire aujourd'hui parce que c'est stigmatisant, mais dans le temps, les troubles mentaux étaient appelés folies, et cette notion de folie a beaucoup évolué à travers les époques. Au cours des années 60 et 70, beaucoup de critiques vont être émises concernant la psychiatrie et le traitement réservé aux malades mentaux. C'est ce qu'on appelle le courant anti-psychiatrie. La grande idée, c'est que la folie n'est pas un dysfonctionnement pathologique, mais social. Selon certains psychiatres anglais comme David Cooper ou Ronald Ling, la folie est un phénomène social dont la définition est imposée par une société aliénante qui défend une normalité exorbitante. Le but de l'antipsychiatrie, c'est de normaliser la folie. Et on voit le même phénomène aujourd'hui avec la lutte contre le validisme. Sauf qu'au lieu de se concentrer sur la maladie mentale, ce mouvement vise à normaliser tous les handicaps. Voilà comment le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation définit le terme. Le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Ok, et comment faire pour lutter contre le validisme, me demanderez-vous? Eh bien, il faut admettre que la société est validiste, et ça passe par reconnaître ses privilèges en tant que personne valide. C'est ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. Nomi, tu viens de me dire que ma situation n'était pas plus enviable que la tienne. Ça veut donc dire que je n'ai pas de privilèges. Essayons tant bien que mal d'avoir un raisonnement logique. Et une phrase incroyable que j'ai lue sur ce manifeste, c'est « Ne pas considérer qu'on fait une faveur à un handicapé en l'aidant », car ça devrait être la norme. Faveur et aide sont des synonymes, donc par définition aider quelqu'un, c'est lui faire une faveur mais passons. On en vient même à avoir des influenceuses comme Paige Lale aux 2,6 millions d'abonnés sur TikTok et militants pour se débarrasser du validisme, qui s'insurgent contre ceux qui abordent les traitements et les façons de guérir du trouble autistique pour son cas précis. Please remember, when you talk about curing or preventing autism, you are disrespecting millions of alive autistic human beings around the world. Car vous comprenez, votre neurodiversité vous rend différent, spécial, c'est une sorte de super pouvoir. Sauf que s'il est évident que les discriminations envers les handicapés n'ont pas lieu d'être, la normalisation de la maladie mentale n'est pas à prendre à la légère. Henri Hey, neurologue et psychiatre français, avertissait déjà il y a 50 ans des dangers du courant antipsychiatrique. Pour lui, cette tendance de normalisation risquait de se heurter à l'impossibilité de définir et de saisir la maladie mentale, et en arrivait à la nier. Pour ceux qui ont vu mon décryptage sur les dérives du body positive, vous remarquerez sûrement des similarités entre le mouvement anti-psy et le fat activisme. Et ce qu'on avait démontré avec ce dernier, c'est que tout ce qui brille n'est pas or.
S'il y a quelques années, les réseaux sociaux étaient le lieu où prospéraient les filles tellement heureuses, au corps tellement parfait, en vacances aux Bahamas 7 mois dans l'année, la tendance est aujourd'hui inversée. De plus en plus de célébrités parlent de leurs troubles mentaux, notamment sur les réseaux. Selena Gomez et ses troubles anxieux, Demi Lovato et sa bipolarité, Billie Eilish et le syndrome de Gilles de la Tourette, etc., etc. Mais si l'on peut penser que le fait que les stars s'expriment aussi ouvertement sur leurs troubles psychiatriques est une bonne chose car ça libère la parole et que ça permet à beaucoup de jeunes en souffrance de s'identifier, ce qui est le cas, je ne dis pas l'inverse, ça a aussi pour effet de glamouriser les maladies mentales. Quelle horreur! C'est horrible ça! Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où les filles avaient des franges qui leur barraient le front, des t-shirts avec un alien dessus et se prenaient en photo soit en gonflant les joues, soit en cachant la moitié de leur visage. C'était il y a à peu près 10 ans et c'était l'époque de la Tumblr Girl. Alors, je sais que je m'adresse à un public majoritairement masculin, donc je vais vous faire un petit rappel. Tumblr, c'est un réseau social, ou un site, appelez ça comme vous voulez, d'art. Sauf que, parmi ces photos artistiques, on pouvait retrouver des citations poétiques qui justifiaient, par exemple, l'automutilation, avec les photos qui accompagnaient bien sûr. La dépression était considérée comme étant stylée, parce que les filles dépressives étaient vues comme des filles profondes, mystérieuses, fascinantes. Et en plus, c'était facile de faire partie de cette communauté Beautiful Sadness, littéralement belle tristesse, car il suffisait de mettre une photo de toi qui pleure en noir et blanc avec une phrase où tu disais détester la vie, et tu étais à ton tour vue comme une fille mélancolique, à part, et tu recevais des messages compatissants et encourageants des autres internautes. Tu es triste? Arrête. Cette mode, elle revient. T'as des mannequins comme Bella Hadid qui postent des photos d'elle en larmes et t'as des tendances sur TikTok comme celle du Sad Girl Autumn qui fait un lien direct entre la déprime et le fait d'être cocooning sous ton plaid. Mais c'est surtout pendant et juste après la période de confinement que cette romantisation des troubles mentaux a eu un regain de popularité. D'après une enquête datant de juillet 2022, 70% des étudiants se considèrent en mal-être psychologique et 36% ont eu des idées suicidaires. Ce qui a amené à une explosion de contenu relatif à la santé mentale et dans le même temps à l'apparition des sickfluenceurs, littéralement malades influenceurs. Ce sont des créateurs de contenu qui postent des vidéos sur leurs troubles mentaux, qui donnent des conseils pour vivre avec ces troubles mentaux, mais aussi qui te font réaliser des autodiagnostics pour savoir si tu as un trouble mental. On va s'arrêter là-dessus un moment. Le hashtag self-diagnosis comptabilise 59 millions de vues sur TikTok. Voici une petite sélection. 4 signes qui montrent que tu as probablement un trouble de l'attention. Ces 4 signes étant s'énerver pour des petites choses, ne pas bien gérer son temps, avoir des changements d'humeur et interrompre tout le temps son interlocuteur. Baisse un doigt, édition dépression, dans laquelle j'ai appris que j'étais dépressive parce que j'ai déjà pleuré dans ma douche, que je préfère rester chez moi plutôt que de sortir et que j'ai déjà répondu ça va bien à quelqu'un alors que ça allait pas bien. Les personnes neurotypiques ne se demandent pas si elles sont autistes, si vous vous posez la question, vous l'êtes probablement. Le prochain provient de Twitter, enfin X, mais il est magistral. Si vous détestez entrer et sortir de la douche mais que vous aimez généralement la partie médiane, vous êtes probablement autiste. Inutile de vous dire que la moitié de ces autodiagnostics sont mêlés de désinformation, et c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau mais d'une étude publiée dans The Canadian Journal of Psychiatry. Vraiment, j'ai les sources. Mais ça n'empêche pas ce modèle de vidéo de cartonner. À titre d'exemple, les hashtags ADHD, TDAH en français, Tourette et dépression font respectivement 39 et 13 milliards de vues. Milliards. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Et forcément, ces sickfluenceurs aux centaines de milliers d'abonnés, voire des millions pour certains, capitalisent sur ces troubles mentaux. Beaucoup ont les liens de leur cagnotte en bio et certains créent même des marques de vêtements liées à leurs troubles. Les coutures tiennent pas. Mais pourquoi est-ce que ces posts sont aussi populaires? Eh bien car aujourd'hui, avoir un trouble mental est le petit plus qu'il faut avoir pour être différent. Tu en retires une identité victimaire qui te donne une excuse pour tes défaillances personnelles et surtout qui te donne une source d'autorité morale, essentielle pour cette génération qui considère ton opinion si et seulement si tu es une victime de cette société patriarcale, blanche, hétéronormée et maintenant neurotypique. Dites-moi si j'en ai oublié un. Et cette notoriété, cette influence et aussi sûrement l'appât du gain attire de plus en plus de jeunes créateurs de vidéos dans ce monde que sont les troubles mentaux. Mais dans une génération où la reconnaissance sur les réseaux sociaux est l'échelon le plus élevé de la réussite sociale, ces jeunes sont prêts à s'inventer des maladies mentales pour recevoir du soutien, de l'empathie ou de l'attention, tout simplement. Un peu plus tôt cette année, Céline Dion annonçait l'annulation de tous ses concerts en 2023 et 2024. La raison, elle est atteinte du syndrome de la personne raide, ou SPR, une maladie rare affectant le système nerveux central qui est caractérisée par une rigidité progressive du tronc et des membres,
associés à des spasmes. Résultat, 90,5 millions de vues sur l'hashtag Stiff Person Syndrome et une explosion de nouvelles victimes de cette maladie. Pourtant, c'est une maladie qui touche une personne sur 1 million. Les calculs sont pas bons, Kevin. Regardons maintenant la prévalence des autres troubles mentaux populaires sur TikTok. Le syndrome de Gilles de la Tourette, 0,05%. Schizophrénie, 0,33%. Bipolarité, 1 à 2%. Trouble autistique, 0,6%. Dysphorie de genre, qui a été retirée de la liste des troubles mentaux et qui est maintenant une condition liée à la santé sexuelle, entre 0,005% et 0,014%. Quand on voit ces chiffres, on prend conscience du boulevard de personnes prétendant être atteintes de troubles, alors qu'elles sont en réalité neurotypiques. Des forums Reddit tels que Illness Fakers ou Fake Disorder Cringe se sont créés pour démasquer ces imposteurs. On peut par exemple parler de Hop Auto, une influenceuse aux centaines de milliers d'abonnés sur TikTok qui disait souffrir du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique qui affecte la production de collagène, la protéine qui joue avec l'élasticité de la peau ou des articulations. La plupart des personnes atteintes de ce syndrome ont une vie relativement normale, bien qu'elles aient des restrictions concernant les activités physiques. Pourtant, Hop Auto avait annoncé dans un post datant du 7 novembre 2021 qu'elle abandonnait son combat contre la maladie, qu'elle allait recourir au suicide assisté et que c'était sa dernière publication. Au final, elle a continué à poster, repoussant son suicide assisté pour telle ou telle raison, et elle est aujourd'hui toujours bien vivante, mais a mis ses réseaux sociaux en mode privé car tous les gens qui l'avaient soutenue se sentaient dupés. Quelle indignité. Il y a aussi Zillian OP sur Twitch, un homme paraplégique qui gagnait sa vie en se filmant jouer à des jeux vidéo et qui a collecté pas mal d'argent, notamment pour s'acheter un nouveau fauteuil roulant, jusqu'au jour où il fut frappé d'un miracle divin. Oh my god. Je pourrais continuer pendant longtemps entre ceux qui se disent atteints de maladies invisibles comme le diabète ou la schizophrénie car il est quasi impossible de déceler s'ils disent la vérité, et ceux qui préfèrent les troubles dynamiques comme le syndrome de Gilles de la Tourette. I wanted to talk a little bit about I want to talk Ou le trouble dissociatif de l'identité car ça fait des vidéos plus marrantes à regarder. Hello, I'm Gabriel. I'm 18 and I am a boy. Hi, I'm Alistair. I'm somewhere between 27 and 29, and I am a man. Hi, I'm Emmy. I'm 6 or 7, and I'm a girl. La liste est longue. Mais la question, c'est font-ils ça uniquement pour l'attention et l'argent, comme le dit une étude de Bournemouth University, ou y a-t-il d'autres raisons? Eh bien, certains psychiatres ont commencé à se dire que beaucoup de ces usurpateurs de maladies avaient très certainement un trouble mental, mais pas celui dont ils prétendent souffrir. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Gypsy Rose Blanchard? Si c'est pas le cas, je suis désolée, je vais pas vous la relater ici, à mon avis cette vidéo est déjà bien assez longue, mais il existe pas mal de traits d'horreur ou de séries qui relatent les faits, si vous aimez bien les trucs glauques. Gypsy! Ce qui nous intéresse, nous, avec cette histoire, c'est la maladie mentale dont souffrait la mère de Gypsy Rose, qui a fait croire à tout le monde, sa fille compris, que Gypsy était gravement malade. Ce trouble psychique dont la mère souffrait, c'était le syndrome de Munchausen. Les sujets qui en sont atteints simulent ou provoquent volontairement des symptômes physiques ou psychiques, sur eux-mêmes ou sur un tiers, comme avec le cas de Gypsy Rose. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, des blogs ou des forums, ce syndrome a connu une variante que Mark Feldman, professeur en psychiatrie, a appelée le syndrome de Munchausen par internet. Variante plus courante que le trouble classique et plus difficile à soigner étant donné que la majorité des personnes atteintes sont dans le déni. C'est d'ailleurs ce qu'on remarque sur TikTok avec ces fameux autodiagnostics. Étant donné qu'aujourd'hui le trouble mental n'est plus seulement une pathologie mais surtout un écosystème social avec des vues, des likes, des commentaires, des abonnés, une glorieuse autorité morale et une excuse pour leurs défauts, beaucoup de cycluenceurs redoutent de faire un réel diagnostic clinique de leurs supposés troubles car ils ont peur de ne pas en être réellement atteints. C'est notamment le cas de Radical Kim qui dit dans une de ses vidéos ce que tout le monde pense tout bas. I cannot be the only one who's afraid to go get like an official diagnosis for being neurodivergent. What if I walk in there and they tell me that like I'm completely neurotypical? Like what am I supposed to do? It's genuinely a fear of mine because that means that all of this is a choice. Et le souci avec ce phénomène d'appropriation de maladie, c'est que ça va créer un nouveau stigmate pour les personnes réellement atteintes d'un trouble mental, puisque le premier réflexe de leur interlocuteur sera de se demander si cette personne dit bien la vérité ou pas. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux décor, mensonge, perroquet. Ce n'est toutefois pas le seul problème qui découle de cette nouvelle tendance. En juillet 2022, le Sénat sortait un rapport sur l'influence de TikTok et ses dangers potentiels,
que je vous mets en description si vous souhaitez 300 bonnes raisons de ne pas utiliser cette appli du démon. Une chose mise en évidence dans ce rapport, c'est que via le profilage algorithmique issu de l'interaction constante entre l'utilisateur et le fil pour toi, la plateforme dresse un véritable profil psychologique de ses utilisateurs. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un adolescent dans une interview du Figaro en août. C'est comme si TikTok réussissait à capter mes émotions. Une autre chose inquiétante concernant cet algorithme, c'est qu'il conduit à enfermer les utilisateurs dans des bulles de filtres parfois dangereuses. Pour une étude du Center for Countering Digital Hate de décembre 2022, des faux profils d'adolescents de 13 ans qui prêtaient un peu plus d'attention au contenu traitant de l'image de soi et de la santé mentale avaient été créés. Et bien cette expérience montrait qu'au bout de 2,6 minutes en moyenne, TikTok recommandait à ses comptes des vidéos sur le suicide. Au bout de 8 minutes, l'application proposait des contenus sur les troubles alimentaires. Enfin, toutes les 39 secondes, des recommandations de vidéos sur l'estime de soi et la santé mentale apparaissaient. Par rapport à des utilisateurs standards, ces profils se voyaient proposer 12 fois plus de vidéos liées au suicide. Inutile de vous dire que l'algorithme occidental et l'algorithme chinois n'ont rien à voir. Sur la version chinoise, les jeunes ont du contenu éducatif comme des expériences scientifiques et l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour. Et oui, le parti communiste chinois est dans une stratégie de guerre cognitive, autrement dit, il souhaite former des petits génies sur son territoire et rendre abrutis les jeunes occidentaux. Malheureusement, il y arrive très bien. Ce prodige n'est qu'un enfant de 9 ans. Il s'appelle Cho et il est déjà étudiant en première année à la fac de médecine. J'ai voulu tester moi-même cet algorithme, étant donné que je n'avais jamais téléchargé l'appli parce que TikTok. Mon profil était vierge de toute information psychologique me concernant. J'ai filmé mon écran donc ça m'a permis de chronométrer. 1 minute 15. C'est le temps qu'il a fallu à l'appli pour me proposer une vidéo où une fille chantait en playback avec pour description « Je ne veux pas mourir mais ça ne me dérangerait pas de ne pas me réveiller ». 1 minute 44 avant de voir un mec dépressif se filmer en train de pleurer. Bon, et maintenant que j'ai regardé tous les hashtags concernant les troubles mentaux, autant vous dire que j'ai que ça dans mon fil pour toi. Ajoutez donc ça à la désinformation et à la glamourisation des troubles mentaux, ça nous fait un cocktail pas dingue. Pour ma toute première vidéo, on va faire un cocktail dégueulasse. Et dans ce cocktail pas dingue, versait le sondage terrifiant de Forbes qui indique que 33% de la génération Z fait plus confiance à TikTok qu'aux médecins. Ça vous donne une génération perdue qui risque de tomber dans une sorte de complaisance des symptômes et de ne pas entamer un réel suivi psychologique. Un autre risque, c'est celui de développer des symptômes ou de les accentuer à force de regarder à répétition des vidéos présentant ces 10 symptômes. Il y avait par exemple eu pendant la pandémie une forte augmentation de tics chez les adolescentes qui avaient regardé trop de vidéos montrant des personnes atteintes du symptôme de Gilles de la Tourette. Vous vous doutez bien qu'un phénomène d'une telle ampleur, qu'une telle épidémie de troubles mentaux chez les jeunes sur les réseaux n'est pas le fruit de la réflexion d'une Noémie de 25 ans qui a besoin d'attention. Non, la cause est plus large. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. En gros, c'est un équilibre entre différents aspects de la vie qui fait que t'es détendu et heureux. On est bien. La maladie mentale, c'est un ensemble de manifestations cliniques d'ordre psychologique et comportemental. Autrement dit, rien à voir avec la santé mentale. Non, tu n'es pas en bonne santé mentale si tu es schizophrène. Mais non, tu n'as pas de maladie mentale si tu es déprimé, stressé ou maladroit. Des symptômes qui avant étaient propres à l'être humain sont maintenant devenus des symptômes de troubles psychiatriques. Et la principale cause de tout ça, c'est le DSM-5. DSM, c'est l'abréviation en anglais de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. You can do what we want to do. C'est un manuel publié par l'Association américaine de psychiatrie, l'APA, décrivant et classifiant les troubles mentaux. Cette classification sert de référence pour les recherches sur les pathologies mentales, qu'il s'agisse d'études épidémiologiques ou de celles menées par les laboratoires pharmaceutiques pour évaluer leurs molécules. Le manuel a évolué plusieurs fois depuis sa première version en 1952 et à chaque changement, il y a eu des remous dans la communauté des psychiatres, mais jamais autant que lors de la présentation du DSM-5 en 2012. Tu as créé quelque chose de mauvais. Les critiques portaient essentiellement sur deux choses. La première, c'est le risque de surdiagnostic. Voilà ce que le psychiatre Allen Frances, président en 1994 du comité de rédaction du DSM-4, disait de la nouvelle version à l'époque de sa présentation. Le DSM-5 fera des crises de colère un trouble mental, un choix déconcertant fondé sur les travaux d'un seul groupe de recherche. Ce que le psychiatre dénonce ici, c'est l'abaissement des seuils de diagnostic pour divers troubles mentaux tels que la dépression, le TDAH et l'anxiété.
Ça signifie que les symptômes requis pour être diagnostiqués de ces troubles sont moins sévères que dans la version précédente du manuel. Alors même que ces maladies s'étaient largement multipliées depuis la publication du DSM-4 à cause du même problème d'abaissement de seuil. Et aussi à cause du fait que certains psychiatres diagnostiquaient à tort certains patients alors que ces derniers ne présentaient pas tous les symptômes du trouble en question. À titre d'exemple, les diagnostics de TDAH avaient été multipliés par 3 en 20 ans. Les troubles autistiques s'étaient multipliés, eux, par 20 et les troubles bipolaires par 40. Cette augmentation continue encore largement aujourd'hui. Roland Gori, professeur de psychopathologie, dénonce lui des diagnostics psychiatriques consensuels depuis la publication du DSM-3. Pour lui, on ne peut pas approcher la souffrance des patients de manière objective. Tout le monde est différent et des symptômes qui aboutiront chez une personne A à un diagnostic de trouble mental n'aboutiront pas forcément au même diagnostic chez une personne B. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple concret. Dans le DSM-5, beaucoup de psychiatres dénoncent une pathologisation du deuil. Au bout de 2 semaines, l'apparence dépressive de l'endeuillé sera passible du diagnostic d'épisode dépressif majeur et donc d'antidépresseurs. Et ça, c'est la deuxième critique majeure de cette 5e version du manuel. Car avec les risques de surdiagnostic, vient le risque de prescription excessive de médicaments. C'est la porte ouverte à toutes les autres drogues! Et difficile de ne pas lier ça à la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur les experts participant à l'élaboration du DSM. Une collaboration que l'historien Christopher Lane décortique dans son livre Comment la psychiatrie et l'industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions. Il explique qu'en abandonnant la psychanalyse au profit de la neurologie, les rédacteurs du manuel DSM ont transformé en maladie mentale nos émotions les plus banales. Et ce pour le plus grand bonheur des industries pharmaceutiques. On peut par exemple parler du trouble dysphorique prémenstruel, ou TDPM, ayant fait son entrée dans le DSM-4 en 1995. Le TDPM se caractérisait par des changements d'humeur assez extrêmes juste avant les règles. Fort heureusement, à peu près au même moment, un nouveau médicament du géant pharmaceutique Eli Lilly faisait sa sortie, le Sarafem, et il était spécialement conçu pour traiter ce nouveau trouble. Et pour savoir si elle souffrait de TDPM, une femme avait seulement besoin de regarder un clip publicitaire de 30 secondes mis en place par les équipes marketing de Eli Lilly, dans lequel on lui faisait faire un autodiagnostic. Ça vous rappelle quelque chose ? 200 000 ordonnances ont été prescrites pour le Sarafem entre son lancement et la fin des années 2000. Le souci ? La formule du Sarafem était chimiquement identique à celle du Prozac, un autre médicament de Eli Lilly dont le brevet était sur le point d'expirer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Prozac, c'est un antidépresseur utilisé dans le traitement des dépressions sévères, le plus haut stade de la maladie. Donc bon, de quoi se poser quelques questions sur le DSM de façon générale, même s'il n'a évidemment pas que des mauvais côtés. À trop vouloir libérer la parole, on normalise des troubles graves et on les rend désirables, alors même qu'on a affaire à une génération très influençable. Sans en avoir forcément conscience, les influenceurs servent directement la cause des lobbies pharmaceutiques qui ne sont pas connus pour leur altruisme. J'aime l'argent. On ne rigole pas avec la santé, encore moins avec la santé mentale et encore moins avec la santé mentale des jeunes, car on sait à quelle tragédie ça peut mener. Tout ça pour dire, prenez soin de vous et supprimez TikTok.